Qu'est-ce qui rend une histoire d'amour vraiment intemporelle? Est-ce le baiser passionné sous la pluie, l'adieu en larmes à l'aéroport, ou cette réplique parfaite qui nous donne encore des frissons des décennies plus tard? Bienvenue à Golden Age Classics, et aujourd'hui nous comptons nos choix pour les 25 plus grands films romantiques jamais réalisés pendant l'âge d'or d'Hollywood. Des épopées grandioses aux histoires d'amour intime, ces films ont conquis nos cœurs et défini une époque cinématographique qui influence encore le cinéma aujourd'hui. Alors, installez-vous confortablement, prenez du popcorn et préparez-vous pour un voyage à travers les histoires d'amour les plus inoubliables jamais portées à l'écran. Casablanca, 1942. Aucune liste de classiques romantiques ne serait complète sans le chef-d'œuvre intemporel qu'est Casablanca. Humphrey Bogart joue le rôle de Rick Blaine, un propriétaire de nightclub cynique dans le Maroc déchiré par la guerre, dont la vie est bouleversée lorsque son ancienne amante, Ilsa, interprétée par la lumineuse Ingrid Bergman, entre dans son établissement. De tous les bars de toutes les villes du monde, il a fallu qu'elle entre dans le mien. Leur alchimie est tout simplement électrisante, créant l'un des couples les plus captivants du cinéma. Le réalisateur Michael Curtiz équilibre magistralement le drame personnel sur fond de Seconde Guerre mondiale, créant un film à la fois intime et épique dans son envergure. De la scène iconique du piano As Time Goes By à la finale émouvante de l'aéroport, chaque moment semble parfaitement calibré pour toucher nos cœurs. Le film a remporté 3 Oscars, dont celui du meilleur film, et est devenu synonyme de sacrifice romantique. Ce qui rend Casablanca vraiment spécial, c'est la façon dont il subvertit la fin heureuse typique, démontrant que parfois, le geste le plus romantique est de laisser partir celui qu'on aime. Autant en emporte le vent, 1939. Épique dans tous les sens du terme, Autant en emporte le vent se dresse comme l'une des sagas romantiques les plus ambitieuses du cinéma. Ce chef-d'œuvre en Technicolor met en vedette l'incomparable Vivien Leigh dans le rôle de la Belle du Sud, au caractère bien trempé, Scarlett O'Hara, qui se retrouve prise entre son engouement pour Ashley Wilkes et sa relation tumultueuse avec le séduisant Rhett Butler, interprété par le charismatique Clark Gable. Le producteur David O. Selznick n'a épargné aucune dépense pour donner vie au roman à succès de Margaret Mitchell, avec une production s'étendant sur 2 ans et coûtant une somme sans précédent de 3 900 000 $, une somme stupéfiante pour 1939. Le réalisateur Victor Fleming capture à la fois l'incendie d'Atlanta et les passions ardentes de ses personnages avec une grandeur égale. L'exploration de l'amour pendant la guerre de sécession et les périodes de reconstruction du film restent inégalées dans son ampleur et son impact émotionnel. Malgré sa représentation problématique de l'esclavage, la romance centrale entre Scarlett et Rhett, 2 individus tout aussi têtus et imparfaits, continuent de fasciner le public. Leur relation culmine dans ce qui est sans doute la réplique de séparation la plus célèbre de l'histoire du cinéma. Franchement, ma chère, je m'en moque. Vacances romaines, 1953. Capturant l'essence du charme européen des années 1950, Vacances romaines a présenté au monde Audrey Hepburn dans son rôle décisif de la princesse Anne, une royale qui échappe à son emploi du temps étouffant pour découvrir Rome comme une personne ordinaire. Gregory Peck joue Joe Bradley, un journaliste américain qui voit d'abord la princesse comme son billet pour une histoire qui fera sa carrière, mais tombe progressivement amoureux de son esprit libre et de son cœur sincère. Le réalisateur William Wyler a tourné sur place à Rome, utilisant la ville éternelle non seulement comme décor, mais comme un personnage essentiel dans cette histoire d'amour envoûtante. La cinématographie en noir et blanc du film confère une qualité intemporelle à leur aventure alors qu'ils explorent le Colisée, la place d'Espagne et traversent les rues de la ville en Vespa. Ce qui rend Vacances romaines particulièrement poignant, c'est sa conclusion douce amère, la reconnaissance que parfois l'amour ne suffit pas à surmonter les obligations de la vie. La performance de Hepburn lui a valu un Oscar, consolidant son statut de royauté hollywoodienne. Le design de costume du film par Edith Head a également remporté un Oscar, avec les tenues simples mais élégantes de Hepburn devenant une sensation de mode et influençant le style des femmes tout au long de la décennie. It Happened One Night, 1934. La comédie loufoque de Frank Capra et Ear, New York-Miami, a marqué l'histoire en étant le premier film à remporter les 5 principaux Oscars. L'histoire suit Ellie Andrews, une héritière gâtée qui s'enfuit de son père autoritaire, et Peter Warne, un journaliste de presse malicieux qui l'accompagne dans un voyage en bus à travers le pays, chacun avec son propre agenda. Ce qui commence comme une relation conflictuelle se transforme progressivement en une véritable affection, alors qu'ils font face à une mésaventure après l'autre. La célèbre scène des murs de Jericho, où ils partagent
des chambres de motel séparées par une couverture suspendue, illustrent l'approche ludique du film envers la romance et les strictes directives morales du code de production. La légende raconte que lorsque Gable a enlevé sa chemise pour révéler l'absence de maillot de corps, cela a provoqué une baisse nationale des ventes de maillots de corps. Colbert a initialement refusé le rôle et n'a accepté qu'après que son salaire ait été doublé à 50 000 $. Le succès du film a établi le modèle des comédies romantiques pour les décennies à venir, prouvant que la tension entre deux personnes apparemment incompatibles pouvait créer une magie irrésistible à l'écran. The Philadelphia Story, 1940. Étincelant d'esprit sophistiqué et de charme, The Philadelphia Story a réuni Katharine Hepburn avec le réalisateur George Cukor dans ce qui deviendrait l'un de ses rôles emblématiques. Hepburn joue Tracy Lord, une riche mondaine se préparant pour son second mariage lorsque ses plans sont compliqués par l'arrivée simultanée de son ex-mari C.K. Dexter Haven et du reporter de tabloïd Macaulay Connor. L'exploration du film sur la classe, la rédemption et le véritable amour se déroule dans l'air raréfié de la haute société de Philadelphie, chaque personnage révélant des profondeurs cachées sous leurs extérieurs polis. MGM a acheté les droits de la pièce de Broadway spécifiquement pour Hepburn après qu'elle ait été étiquetée comme poison pour le box-office, revitalisant ainsi efficacement sa carrière. Stewart a remporté son seul Oscar compétitif pour sa performance, bien qu'il ait admis plus tard qu'il pensait que Cary Grant le méritait davantage. L'attrait durable du film réside dans son équilibre parfait entre la comédie et l'émotion authentique, en particulier dans le parcours de Tracy vers la prise de conscience de soi. Le légendaire créateur de costumes, Adrian, a créé la garde-robe éblouissante de Hepburn, renforçant encore la réputation du film pour son glamour et son élégance. The Philadelphia Story reste une leçon magistrale de comédie romantique, démontrant comment l'amour peut nous aider à voir au-delà de nos propres défauts. An Affair to Remember, 1957. Peu de films ont capturé l'essence de l'amour fané comme Elle et lui. Réalisé par Leo McAree, ce drame romantique met en vedette Cary Grant dans le rôle de Nicky Ferrante, un playboy notoire, et Deborah Kerr dans le rôle de Terry McKay, une ancienne chanteuse de cabaret. Après s'être rencontrés lors d'une croisière transatlantique, les deux tombent profondément amoureux, malgré le fait qu'ils soient tous deux fiancés à d'autres personnes. Ils font un pacte pour se retrouver 6 mois plus tard au sommet de l'Empire State Building s'ils ont réussi à mettre fin à leurs relations précédentes et à établir des carrières indépendantes. Le rebondissement dévastateur du film, Terry est renversé par une voiture en se rendant à leur rendez-vous et devient paralysé, conduit à l'un des malentendus les plus déchirants du cinéma. McAree refaisait en fait son propre film de 1939, Love Affair, avec Charles Boyer et Iron Dunn. Le film a été tourné en magnifique cinémascope, avec des couleurs luxuriantes, renforçant l'atmosphère romantique. La scène finale, où Nicky découvre enfin la vérité sur pourquoi Terry a manqué leur rendez-vous, reste l'un des moments les plus puissants émotionnellement de l'histoire du cinéma. Une grande romance a été référencée dans d'innombrables autres films romantiques, notamment dans 1993's Sleepless in Seattle, cimentant son héritage en tant que conte par excellence d'amour, de sacrifice et de destin. Notorious, 1946. Alfred Hitchcock a élevé le thriller romantique à de nouveaux sommets avec Notorious, une histoire d'espionnage, de trahison et d'amour impossible. Ingrid Bergman joue le rôle d'Alicia Huberman, la fille d'un espion nazi condamné qui est recruté par l'agent gouvernemental T.R. Devlin pour infiltrer un groupe de collaborateurs nazis dans le Brésil d'après-guerre. Compliquant la mission, leur intense attirance mutuelle devient tendue lorsqu'Alicia est priée de séduire et d'épouser Alexander Sebastian, un vieil ami de la famille impliqué avec le groupe nazi. La direction magistrale de Hitchcock est évidente dans chaque image, notamment dans ce qui était alors le plus long baiser du cinéma américain, une séquence passionnée de 3 minutes d'embrassade et de conversations chuchotées qui contournait habilement la limite de durée des baisers imposée par le code de production. Le suspense du film se construit méthodiquement alors que Sébastien découvre le véritable but d'Alicia, menant à un plan d'empoisonnement glaçant. Le directeur de la photographie Ted Tetzlaff a créé certains des travaux de caméra les plus innovants de l'époque, y compris un célèbre plan à la grue qui commence par une salle de bal bondée et se termine en se concentrant sur une clé cachée dans la main d'Alicia. Notorious représente le parfait mélange de la maîtrise du suspense de Hitchcock et d'une véritable profondeur romantique, avec l'histoire d'amour conflictuelle de Grant et Bergman fournissant le cœur émotionnel au milieu de l'intrigue d'espionnage. The Apartment, 1960. The Apartment de Billy Wilder mélange brillamment comédie, drame et romance dans une histoire qui semble étonnamment moderne même.
Et des décennies plus tard, Jack Lemmon joue le rôle de C.C. Baxter, un employé subalterne d'une compagnie d'assurance qui prête son appartement au cadre de l'entreprise pour leur liaison extra-conjugale dans l'espoir de gravir les échelons de l'entreprise. Sa vie se complique lorsqu'il tombe amoureux de l'opératrice d'ascenseur Fran Kubelik, qui a une liaison avec le patron marié de Baxter, Jeff Sheldrake. La représentation du film des politiques de bureau, de la solitude dans la grande ville et des compromis moraux que les gens font pour réussir était révolutionnaire pour son époque. Tourné en noir et blanc, en format large par le directeur de la photographie Joseph Lachelle, le film utilise l'appartement spartiate de Baxter comme métaphore de sa vie vide. Wilder a coécrit le scénario incisif avec I.A.L. Diamond, créant des dialogues qui équilibrent cynisme et véritable cœur. Le film a remporté 5 Oscars, dont ceux du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur scénario. Ce qui rend The Apartment particulièrement spécial, c'est la façon dont il subvertit les conventions de la comédie romantique, trouvant une chaleur et une humanité authentiques dans un monde apparemment froid. La célèbre réplique finale « Ferme-la et distribue » encapsule parfaitement l'esprit non sentimental, mais profondément romantique du film. Breakfast at Tiffany's, 1961. Visuellement époustouflant et culturellement emblématique, Breakfast at Tiffany's a transformé Audrey Hepburn en une légende de la mode et du cinéma en tant que l'énigmatique Holly Golightly, une mondaine new-yorkaise au passé mystérieux qui passe ses matinées à regarder les vitrines de la bijouterie Tiffany's. Lorsque l'écrivain en difficulté Paul Varjak emménage dans son immeuble, leur connexion se développe au milieu d'un monde de fêtes à Manhattan, de prétendants riches et de secrets partagés. Le réalisateur Blake Edwards adapte la nouvelle de Truman Capote avec une touche plus légère que le matériel original, créant une atmosphère plus romantique, tout en conservant l'exploration de l'identité et de la réinvention de l'histoire. La partition intemporelle de Henry Mancini inclut Moon River, qui a remporté un Oscar et est devenue l'une des chansons les plus reconnaissables de l'histoire du cinéma. Le créateur de costumes Hubert de Givenchy a créé la petite robe noire emblématique de Hepburn, qui a été vendue aux enchères en 2006 pour 900 000 $. Malgré la représentation problématique de M. Yunioshi par Mickey Rooney, Diamant sur canapé reste apprécié pour son exploration d'une femme déterminée à tracer son propre chemin tout en ayant peur d'appartenir véritablement à quelqu'un ou quelque chose. La finale sous la pluie, avec Holly cherchant son chat sans nom, représente l'une des conclusions les plus émotionnellement satisfaisantes du cinéma. Maintenant, Voyager 1942. Maintenant, Voyager présente l'une des performances les plus transformatrices de Bette Davis dans le rôle de Charlotte Vale, une vieille fille réprimée qui s'épanouit en une femme confiante et indépendante après qu'un traitement psychiatrique la libère du contrôle de sa mère autoritaire. Lors d'une croisière thérapeutique, Charlotte rencontre et tombe amoureuse de Jerry Durance, un homme marié qui ne peut pas quitter sa femme. Le réalisateur Irving Rapper crée un mélodrame qui transcende son genre grâce à une profondeur psychologique et des performances nuancées. La célèbre scène d'allumage de cigarettes du film, où Henry allume 2 cigarettes simultanément et en tend une à Davis, est devenue un symbole durable de l'intimité romantique. La musique riche et émotive de Max Steiner a remporté un Oscar et renforce l'exploration du film sur la croissance personnelle et l'amour compliqué. La transformation physique de Davis dans le film, passant de la timide fleur bleue à la femme élégante du monde, était révolutionnaire en montrant comment l'apparence extérieure reflète le développement émotionnel intérieur. Le message du film, en avance sur son temps, sur la recherche de l'épanouissement en dehors du mariage conventionnel, le rend particulièrement résonnant. La réplique finale immortelle « Ne demandons pas la lune, nous avons les étoiles » résume la sagesse douce amère du film sur la recherche du bonheur dans les limites de la vie. Avoir et ne pas avoir, 1944. L'électricité entre Humphrey Bogart et Lauren Bacall dans Avoir et ne pas avoir transcende l'écran, capturant le début de l'une des plus grandes romances réelles d'Hollywood. Librement inspiré du roman d'Ernest Hemingway, le film met en vedette Bogart dans le rôle de Harry Morgan, un capitaine de bateau de pêche américain en Martinique qui accepte à contre-cœur d'aider la résistance française à transporter un fugitif pendant la Seconde Guerre mondiale. Bacall, dans son premier film à seulement 19 ans, joue Mary Slim Browning, une séduisante pickpocket qui prononce l'une des répliques les plus mémorables du cinéma. « Tu sais siffler, n'est-ce pas, Steve ?» Tu mets simplement tes lèvres ensemble et tu souffles. Le réalisateur Howard Hawks a conçu des scènes spécifiquement pour mettre en valeur la chimie palpable entre ses acteurs principaux, qui ont commencé leur liaison pendant le tournage et se sont mariés l'année suivante. Le scénario, en partie écrit par William Faulkner, crépite d'esprit. Creeks.
et insinuation. Hoji Carmichael offre des interludes musicaux qui renforcent l'ambiance enfumée et atmosphérique du film. Hawks a délibérément repris des éléments de Casablanca pour tirer parti du succès de ce film, mais le port de l'angoisse a établi sa propre identité grâce au duo magnétique Bogart-Bacall. Leurs scènes ensemble ont pratiquement inventé un nouveau type de dialogue romantique, dur, suggestif et chargé de respect mutuel. La Reine africaine, 1951. La romance improbable entre une missionnaire guindée et un capitaine de bateau fluvial, au caractère rude, fait de La Reine africaine l'une des aventures les plus charmantes du cinéma. Katharine Hepburn joue le rôle de Rose Sayer, une missionnaire britannique distinguée en Afrique orientale allemande au début de la Première Guerre mondiale. Lorsque son frère meurt après l'attaque de leur village, elle s'allie à Charlie Allnut, le capitaine débraillé et buveur de gin d'un vieux bateau à vapeur appelé The African Queen. Le réalisateur John Huston a pris la décision extraordinaire de tourner sur place en Ouganda et au Congo, créant des décors authentiques pour cette histoire d'opposés qui tombent progressivement amoureux en tentant de torpiller un navire de guerre allemand. Le tournage éprouvant est devenu légendaire, avec l'équipe et les acteurs luttant contre la dysenterie, le paludisme et la faune dangereuse. Seuls Bogart et Huston sont restés en bonne santé, prétendument parce qu'ils buvaient du whisky au lieu de l'eau. Le parcours du film reflète la transformation émotionnelle des personnages, alors que Rose et Charlie évoluent de l'irritation au respect puis à une profonde affection. Bogart a remporté son seul Oscar pour cette performance, qui a montré une vulnérabilité rarement vue dans ses rôles de dur à cuire. Le directeur de la photographie Jack Cardiff a capturé les paysages africains luxuriants en technicolor éclatant, offrant un décor vif pour cette histoire d'amour unique qui prouve que la romance peut éclore dans les circonstances les plus difficiles. Gilda, 1946. Sulfureux, complexe et visuellement saisissant, Gilda présente Rita Hayworth dans son rôle le plus emblématique en tant que femme fatale ultime. La romance teintée de noir suit Johnny Farrell, un petit joueur qui devient le bras droit de Baron Munson, le propriétaire d'un casino illégal à Buenos Aires. Des complications surviennent lorsque Munson épouse de manière inattendue Gilda, qui s'avère être l'ancienne amante de Johnny. Le réalisateur Charles Vidor crée une histoire de tension sexuelle et de manipulation psychologique, avec les trois personnages principaux enfermés dans un triangle dangereux de désir, de jalousie et de vengeance. La performance de Hayworth dans Put the Blame on Mame, tout en exécutant un striptease avec un seul gant, est devenue l'un des moments les plus séduisants du cinéma, consolidant son statut de déesse d'Hollywood. L'exploration des dynamiques de pouvoir et du sadomasochisme émotionnel dans le film était audacieuse pour son époque, seulement partiellement dissimulée par le cadre noir. La cinématographie en clair-obscur de Rudolph Maté souligne l'ambiguïté morale des trois personnages. Le créateur de costumes Jean-Louis a conçu la garde-robe éblouissante de Hayworth, y compris la célèbre robe bustier en satin noir. Ce qui rend Gilda particulièrement fascinant, c'est la façon dont il subvertit les attentes du public. Sous la surface glamour se cache un examen plus sombre des relations toxiques et de la fine ligne entre l'amour et la haine. Ninotchka, 1939. Commercialisé avec le slogan Garbo Rit, Ninotchka représentait un changement significatif pour l'actrice suédoise habituellement sérieuse Greta Garbo dans son avant-dernier film. Ernst Lubitsch réalise cette comédie romantique sophistiquée sur une sévère envoyée soviétique, Nina Ivanovna Yakushova, qui se rend à Paris pour superviser la vente de bijoux confisqués pendant la Révolution russe. Là, elle rencontre le comte Léon d'Algout, un Français charmant qui fait fondre lentement ses idéaux communistes glacés avec romance et luxe. Le scénario spirituel du film, coécrit par Billy Wilder, équilibre la satire politique avec une romance authentique, se moquant doucement à la fois de la sévérité soviétique et de la décadence occidentale. Une des scènes les plus célèbres montre la transformation de Ninotchka lorsqu'elle rit enfin dans un restaurant après que Léon fait exprès de tomber. MGM n'a pas lésiné sur les moyens pour les décors parisiens élégants du film et les magnifiques créations de costumes d'Adriane qui illustrent l'évolution de Garbo d'une commissaire austère à une femme amoureuse. Sorti juste au moment où la Seconde Guerre mondiale a commencé en Europe, le traitement léger des relations soviéto-occidentales dans le film semble remarquablement prémonitoire compte tenu de la guerre froide qui suivra. Ninotchka démontre comment l'amour peut transcender les idéologies politiques, avec la performance de Garbo révélant à la fois un talent comique et une profondeur émotionnelle dans son rôle emblématique. Waterloo Bridge, 1940. Déchirant et émotionnellement dévastateur, Waterloo Bridge met en vedette Vivien Leigh dans le rôle de Myra Lester.
Foster, une ballerine qui tombe amoureuse de l'officier britannique Roy Cronin lors d'une rencontre fortuite sur le pont de Waterloo à Londres pendant la Première Guerre mondiale. Leur romance éclair est interrompue lorsque Roy est soudainement rappelé au front, laissant Myra dans des circonstances de plus en plus désespérées après qu'elle ait perdu son poste de ballerine. Le réalisateur Mervyn LeRoy crée une histoire profondément émouvante d'amour et de sacrifice, avec Leigh offrant une performance d'une sensibilité remarquable juste après son triomphe dans Autant en emporte le vent. Les scènes les plus poignantes du film se déroulent sur le pont brumeux, où ils se sont rencontrés pour la première fois, qui devient un symbole à la fois de possibilités romantiques et de destin tragique. Le directeur de MGM, Louis B. Mayer, aurait considéré ce film comme son préféré de son studio. La cinématographie lumineuse en noir et blanc de Joseph Ruttenberg souligne le contraste entre le bref bonheur du couple et l'obscurité qui engloutit la vie de Mira. La partition musicale évocatrice de Herbert Stothart intègre le lac des cygnes de Tchaïkovski pour souligner les séquences de ballet et accentuer l'impact émotionnel. Bien que moins connue aujourd'hui que d'autres romances de l'âge d'or, Waterloo Bridge reste l'une des histoires d'amour les plus dévastatrices d'Hollywood, examinant comment la guerre détruit non seulement des vies, mais aussi la possibilité de bonheur pour ceux qui restent. Brève rencontre, 1945. Brève rencontre de David Lean est l'une des histoires d'amour les plus délicatement retenues du cinéma. Ce classique britannique met en vedette Celia Johnson dans le rôle de Laura Jason, une femme au foyer de la classe moyenne dont la vie ordinaire est transformée lorsqu'une rencontre fortuite avec le docteur Alec Harvey, Trevor Howard, dans une salle de restauration de gare mène à une liaison passionnée mais finalement non consommée. La force du film réside dans son échelle intime et son honnêteté émotionnelle, capturant la nature accablante d'un amour inattendu sur fond de conventions sociales rigides dans la Grande-Bretagne d'après-guerre. Lean utilise le concerto pour piano numéro 1-2 de Rachmaninoff tout au long du film pour exprimer les émotions inexprimées du couple, créant l'un des motifs musicaux les plus efficaces du cinéma. Tourné en noir et blanc atmosphérique par le directeur de la photographie Robert Krasker, le film utilise la vapeur des trains et les reflets dans les fenêtres pour créer une poésie visuelle qui renforce la poignance de l'histoire. Le récit est présenté comme le monologue intérieur de Laura à son mari ignorant, donnant au spectateur un accès privilégié à ses pensées et désirs conflictuels. Bien que produit en Grande-Bretagne plutôt qu'à Hollywood, le film illustre les meilleures qualités de la romance de l'âge d'or, profondeur émotionnelle, complexité morale et la reconnaissance douce amère que les plus grands amours sont parfois ceux que nous devons abandonner. Les Hauts de Hurlevent, 1939. L'adaptation de William Wyler du roman gothique d'Emily Brontë donne vie à l'histoire d'amour tumultueuse entre Heathcliff et Catherine Earnshaw. Laurence Olivier incarne le sombre Heathcliff, un ancien palefrenier qui revient sur les landes anglaises en homme riche pour se venger de ceux qui l'ont séparé de son véritable amour, Catherine. Le film se concentre principalement sur la première moitié du roman de Brontë, en mettant l'accent sur la romance centrale plutôt que sur la saga multigénérationnelle du texte original. La cinématographie atmosphérique en noir et blanc de Greg Toland capture les landes sauvages et venteuses du Yorkshire, en réalité filmées en Californie, faisant du paysage un reflet des émotions passionnées des personnages. La célèbre fin fantomatique du film, avec les esprits de Catherine et Heathcliff marchant ensemble sur Penistone Crag, a été ajoutée par le producteur Samuel Goldwyn contre la volonté de Wyler, mais est devenue l'un des moments les plus mémorables du film. Bien qu'Olivier se soit initialement opposé à travailler avec Oberon, leur alchimie à l'écran transcende toute tension hors écran. La partition musicale envoûtante d'Alfred Newman renforce l'intensité romantique du film. Bien que Les Hauts de Hurlevent s'écarte considérablement de son matériau d'origine, il réussit en tant que tragédie romantique autonome, capturant l'essence d'un amour si puissant qu'il défie la mort elle-même. The Shop Around the Corner, 1940. La tendre comédie romantique Downslough Beach, The Shop Around the Corner, met en vedette James Stewart et Margaret Sullivan dans les rôles d'Alfred Kralik et Clara Novak, collègues dans une boutique de maroquinerie à Budapest qui ne se supportent pas en personne, mais qui sont tombés amoureux sans le savoir en tant que correspondants anonymes. L'humour doux du film et son authenticité émotionnelle découlent de cette ironie centrale alors que le public observe le couple se chamailler le jour tout en se livrant dans des lettres la nuit. Le célèbre toucher de Lubitsch, sa capacité à transmettre des émotions complexes à travers des indices visuels subtils et des implications, est pleinement visible tout au long du film, en particulier dans la scène de la veille de Noël, où Alfred découvre enfin l'identité de Clara. Contrairement à de nombreuses comédies romantiques, le
Le film se déroule dans un milieu ouvrier, avec des préoccupations financières et la sécurité de l'emploi jouant des rôles importants dans la vie des personnages. Les rôles secondaires, y compris Frank Morgan en tant que propriétaire du magasin et Joseph Schildkraut en tant que badass sournois, créent une communauté riche autour de la romance centrale. Le designer de production de MGM, Cedric Gibbons, a créé un décor de boutique chaleureux et crédible qui renforce l'atmosphère intime. Le film a inspiré plusieurs remakes, y compris In the Good Old Summertime de 1949 avec Judy Garland et You've Got Mail de 1998 avec Tom Hanks et Meg Ryan. Mais l'original reste inégalé pour sa chaleur, son humour et son impact émotionnel subtil. A Place in the Sun, 1951. George Stevens réalise cette adaptation envoûtante du roman de Theodore Dreiser, une tragédie américaine, la transformant en l'une des romances les plus visuellement époustouflantes et émotionnellement complexes d'Hollywood. Montgomery Clift joue le rôle de George Eastman, un jeune homme ambitieux qui prend un emploi dans l'usine de l'entreprise de son riche oncle et entame une relation avec sa collègue Alice Tripp. Lorsque George rencontre et tombe éperdument amoureux de la mondaine Angela Vickers, il se retrouve déchiré entre deux mondes et envisage une solution terrible à son dilemme. La puissance du film vient de la véritable alchimie entre Clift et Taylor, tous deux au sommet de leur beauté et de leur talent. Stevens utilise des gros plans extrêmes de leur visage pendant leurs scènes d'amour, créant une sensation presque tactile d'attraction rarement capturée au cinéma. Le directeur de la photographie William C. Miller a remporté un Oscar pour sa photographie en noir et blanc lumineuse, qui contraste la morosité industrielle de la vie de George avec Alice et le luxe ensoleillé de son temps avec Angela. La partition musicale passionnée de Franz Waxman souligne le sentiment croissant de fatalité du film. Malgré les exigences du code de production pour une rétribution morale, Une place au soleil présente l'histoire de George avec une complexité et une compassion surprenantes. La scène de la fête sur la plage où Angela murmure « Dis tout à maman » à George reste l'un des moments les plus sensuels du cinéma sans rien montrer d'explicite. Sabrina, 1954. Le conte de fées enchanteur de Billy Wilder, Sabrina, met en vedette Audrey Hepburn dans le rôle de la fille du chauffeur qui se transforme d'une fille maladroite en une femme sophistiquée après avoir étudié la cuisine à Paris. À son retour au domaine Larrabee, elle attire l'attention du playboy David Larrabee, qu'elle admire de loin depuis des années, mais se sent attirée de manière inattendue par son frère aîné, Linus, un bourreau de travail. L'histoire de Cendrillon du film est rehaussée par l'esprit caractéristique de Wilder et la présence lumineuse de Hepburn. La costumière Edith Head a officiellement remporté un Oscar pour la garde-robe du film, bien que de nombreuses tenues les plus célèbres de Hepburn aient en réalité été créées par Hubert de Givenchy, débutant une collaboration à vie entre le créateur et l'actrice. Dans les coulisses, il y avait des tensions entre Bogart et ses deux costards. Il avait voulu sa femme, Lauren Bacall, pour le rôle principal et n'aimait pas les habitudes de boisson de Holden. Néanmoins, la chimie à l'écran, en particulier entre Hepburn et Bogart, transcende les problèmes hors caméra. L'exploration des différences de classe dans le film semble progressive pour son époque, suggérant que la véritable valeur vient du caractère plutôt que de la position sociale. La cinématographie de Charles Lang capture à la fois le luxe du monde des Larrabee et la beauté plus modeste de la transformation de Sabrina. La célèbre réplique « Paris est toujours une bonne idée » est devenue une référence culturelle, représentant l'attrait durable du film. Lettre d'une inconnue, 1948. Max Ophüls réalise ce récit magnifiquement conçu d'un amour non partagé, se déroulant dans la Vienne du tournant du siècle. Joan Fontaine joue le rôle de Lisa Berndl, une jeune femme qui développe une passion dévorante et durable pour le pianiste de concert Stefan Brand après l'avoir brièvement rencontré adolescente. Le film se déroule comme une lettre que Stefan lit de la part de Lisa, maintenant décédée, révélant comment leurs vies se sont croisées au fil des ans sans qu'ils ne reconnaissent jamais la profondeur de sa dévotion. Les mouvements de caméra fluides, signature d'Ophüls, créent une atmosphère onirique qui reflète l'idéalisation romantique de Stefan par Lisa. La cinématographie de Franz Planner capture la beauté opulente de Vienne tout en suggérant la distance émotionnelle entre les personnages. La tragédie centrale du film réside dans son exploration de la mémoire et de la perception. Comment deux personnes peuvent vivre les mêmes événements de manière totalement différente. La partition musicale de Daniel Amphithéatrof intègre Liszt et Mozart pour renforcer le cadre d'époque et la résonance émotionnelle. Le scénario de Howard Koch équilibre délicatement la romance avec la mélancolie, évitant la sentimentalité tout en maintenant un impact émotionnel. Bien que n'étant pas un succès commercial,
À sa sortie, Lettre d'une inconnue a été reconnu par les critiques et les cinéastes comme l'un des plus grands drames romantiques du cinéma, avec son influence évidente dans des œuvres ultérieures comme In the Mood for Love de Wong Kar-wai. La réplique finale poignante du film, au moment où vous lirez cette lettre, je serai peut-être morte, résume son exploration de l'amour à la fois comme mémoire et absence. L'impossible Monsieur Bébé, 1938, chef-d'œuvre burlesque de Howard Hawks. L'impossible Monsieur Bébé met en vedette Katharine Hepburn dans le rôle de Susan Vance, une héritière excentrique qui bouleverse la vie ordonnée du paléontologue Dr. David Huxley alors qu'il poursuive son léopard de compagnie, Bébé. L'énergie frénétique du film et ses dialogues rapides créent une romance fondée sur une frustration comique, l'attirance de Suzanne pour David se manifestant par une détermination presque pathologique à perturber ses plans de mariage avec sa fiancée guindée et à obtenir un don pour le musée. Hawks pousse la formule du screwball à de nouveaux sommets, avec des situations de plus en plus absurdes impliquant non seulement le léopard, mais aussi un os de dinosaure, un terrier nommé George et des cas d'erreur d'identité. Grant démontre son génie comique, notamment dans les scènes où il doit se faire passer pour un chasseur de gros gibier ou expliquer pourquoi il porte une nuisette de femme. La cinématographie de Russell Metz capture à la fois les décors élégants et la comédie physique avec une égale habileté. Bien qu'un échec commercial lors de sa sortie, partiellement responsable du fait que Hepburn soit étiqueté comme poison du box-office, le film a été réhabilité en tant que classique, l'American Film Institute le classant comme le 88e plus grand film américain de tous les temps. La romance centrale fonctionne parce que sous la surface folle se trouve une véritable alchimie, David reconnaissant progressivement que l'imprévisibilité de Susan est exactement ce dont sa vie rigide a besoin. Laura, 1944. Le film noir hypnotique de Otto Preminger, Laura transcende son cadre de mystère de meurtre pour devenir l'une des histoires d'amour les plus inhabituelles du cinéma. Dana Andrews joue le rôle du détective Mark McPherson qui tombe progressivement amoureux de la présumée victime de meurtre, Laura Hunt, à travers des interviews avec ceux qui la connaissaient et en passant du temps dans son appartement entouré de ses possessions et de son portrait. Lorsque Laura réapparaît vivante de manière inattendue, McPherson doit gérer ses sentiments imprévus tout en résolvant le crime. L'exploration du film de l'obsession et de la projection en fait une étude psychologique fascinante de la façon dont nous construisons des images idéalisées de ceux que nous désirons. Joseph Lachelle a remporté un Oscar pour sa cinématographie en noir et blanc atmosphérique, qui crée une qualité onirique renforçant l'examen du film de l'apparence contre la réalité. Le thème envoûtant de David Raksin est devenu un standard de jazz et l'une des signatures musicales les plus reconnaissables du film noir. Vincent Price offre une performance mémorable en tant que fiancé sophistiqué mais parasitaire de Laura, tandis que Clifton Webb vole la vedette en tant que chroniqueur acerbe Waldo Ledecker. Le célèbre retournement de situation de Laura oblige à la fois McPherson et le public à réconcilier la femme imaginée avec la femme réelle, une métaphore astucieuse des illusions souvent impliquées dans l'attraction romantique. Le film reste un mélange parfait d'éléments noirs et de romances non conventionnelles, avec la beauté lumineuse de Tierney et la vulnérabilité stoïque d'Andrews créant un duo inoubliable, Camelot et Juliette, 1936. L'adaptation somptueuse de George Cukor de la tragédie intemporelle de Shakespeare met en vedette Leslie Howard et Norma Shearer dans le rôle des amants maudits les plus célèbres de la littérature. Bien que les acteurs principaux soient considérablement plus âgés que leurs personnages adolescents, ils apportent une profondeur émotionnelle mature au couple véronais condamné, pris entre leurs familles en conflit. MGM n'a épargné aucune dépense pour la production, avec des costumes Renaissance élaborés par Adrian et des décors ornés conçus par Cedric Gibbons, créant un cadre visuellement somptueux pour l'histoire familière. Le producteur Irving Thalberg, qui était marié à Shearer, envisageait le film comme un projet de prestige, allant même jusqu'à faire appel à des érudits pour conseiller sur l'adaptation du texte de Shakespeare. Bien que certains éléments de langage soient simplifiés pour le public des années 1930, une grande partie de la poésie originale reste intacte. La célèbre scène du balcon est mise en scène avec une grâce particulière, capturant à la fois le désir physique et émotionnel d'un nouvel amour. John Barrymore offre une performance remarquable en Mercutio, tandis que Basil Rathbone incarne un Tybalt dangereusement mémorable.
Bien que éclipsée aujourd'hui par des adaptations ultérieures comme la version de 1968 de Zeffirelli ou l'interprétation modernisée de Baz Luhrmann, cette production représente l'approche de l'âge d'or de l'adaptation littéraire, respectueuse, romantique et visuellement opulente. La partition musicale de Herbert Stothart renforce la grandeur tragique de l'histoire, culminant dans le dénouement dévastateur dans le tombeau des Capulets, où le prix ultime de la haine est révélé à travers le sacrifice des jeunes amants. La Belle Rebelle, 1936. Ce film historique en grande partie oublié mérite d'être redécouvert pour la performance magnétique de Joan Crawford dans le rôle de Peggy O'Neill, la fille d'un aubergiste qui devient une figure influente dans le Washington d'Andrew Jackson. Basé vaguement sur des événements réels, le film suit les relations de Peggy avec plusieurs prétendants, y compris l'officier de marine John Randolph et le secrétaire d'État John Eaton. Clarence Brown réalise ce film prestigieux de MGM avec un souci du détail historique et de la résonance émotionnelle. Lionel Barrymore apporte du poids en tant que président Andrew Jackson, dont l'amitié avec Peggy devient une source de controverses politiques. Le film prend des libertés significatives avec l'histoire. La véritable Margaret O'Neill était une figure controversée dont la réputation a souffert des politiques sociales de l'époque, mais crée un drame romantique captivant sur fond de démocratie américaine naissante. Crawford, souvent associé au mélodrame contemporain, démontre son éventail dans ce film d'époque, apportant dignité et passion à son interprétation d'une femme naviguant à la fois dans les eaux romantiques et politiques. La cinématographie de George Folsey capture à la fois le charme rustique du Washington des débuts et la formalité émergente de la vie politique américaine. Bien que moins connu que d'autres films de cette liste, The Gorgeous Hussy illustre comment le Hollywood de l'âge d'or pouvait transformer des notes de bas de page historiques en récits romantiques captivants centrés sur des personnages féminins forts défiant les limitations de leur époque. Si vous avez apprécié notre voyage à travers les romances de l'âge d'or d'Hollywood, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton s'abonner et de rejoindre notre communauté des classiques de l'âge d'or. Laissez un commentaire pour nous dire laquelle de ces histoires d'amour intemporel est votre préférée ou quel classique romantique vous aimeriez voir dans notre prochaine vidéo. Activez la cloche de notification pour ne jamais manquer nos plongées hebdomadaires dans l'histoire du cinéma. Et rappelez-vous, ces films ont peut-être des décennies, mais le véritable amour ne se démode jamais. Jusqu'à la prochaine fois, ici Golden Age Classics, célébrant les films qui continuent de faire battre nos cœurs après toutes ces années.